Quand un mangaka écrit une œuvre, il se sert de tout ce qui compose sa vie, que ce soit son passé, ses connaissances, ses apprentissages ou tout simplement ses goûts. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, qui eut l'idée des titans en voyant un client ivre au sein du cybercafé dans lequel il travaillait. Et bien évidemment, dans les maîtres des références, on pourrait aussi citer Hirohiko Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, ou encore Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Mais les mangaka peuvent trouver l'inspiration dans différentes cultures. Alors, le plus souvent, il s'agit de leur propre culture, c'est pour ça qu'on tombe souvent sur des références au folklore japonais. L'exemple le plus parlant étant les yokai, ces créatures surnaturelles issues de nombreuses légendes et qu'on retrouve dans pas mal de mangas et animés. Je pourrais clairement faire une vidéo entière uniquement dédiée à eux, sauf que c'est pas le sujet du jour, mais pour vous donner quelques exemples, on peut parler de Kyuubi de Naruto, qui fait référence à la créature légendaire Kitsune, ou encore le fameux Maneki Neko qu'on retrouve dans Natsume Yojincho. Alors, pour cette vidéo, au lieu de me concentrer sur la culture japonaise, j'ai préféré me pencher sur la culture occidentale et sur ces références artistiques que l'on peut retrouver dans les mangas et animés. Pour rappel, voici la zone que l'on définit comme appartenant à l'Occident, cependant les exemples que l'on verra aujourd'hui seront principalement tournés sur la peinture et autour de l'Europe, étant donné que c'est une civilisation qui a su marquer le monde à travers des siècles grâce à ses artistes tout aussi variés et atypiques les uns que les autres. Mais aussi parce que ça parlera à plus de monde. Bref, salut à tous, c'est Aniki et bienvenue dans Secret d'Histoire. Ah non mais c'est pas du tout ça le titre. Avant toute chose, ça va de l'évidence, mais il est sûr que cette vidéo ne pourra pas traiter de toutes les références artistiques que l'on peut retrouver au sein des mangas et des animés. Ça nécessiterait des heures de recherche et des tonnes de connaissances que je n'ai pas. Mais pour commencer, j'aimerais parler d'un livre que je trouve assez intéressant, nommé Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. À l'heure actuelle, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je tenais tout de même à en parler parce que ce dernier est un livre où plusieurs illustrateurs japonais se sont amusés à redessiner des chefs-d'œuvre de la peinture dans un style manga. Jusque-là, rien d'exceptionnel, étant donné que tout est dans le titre, mais deux points sont importants à retenir. L'amour des japonais pour les plus grands classiques de notre histoire et l'affirmation du manga au rang d'art. Et j'insiste bien sur ce dernier parce que la pilule a du mal à passer chez certains. J'en veux pour preuve quelques journalistes médiocres dont le quotidien se résume à pondre torchon sur torchon, qui ont jugé bon au moment de la sortie du livre de le désigner comme étant une horreur et voulant par-dessus tout le descendre. Bon, je citerai pas de nom parce que des abrutis qui n'arrivent pas à comprendre que des cultures puissent se mélanger, il y en a partout, alors je vais me contenter de prouver qu'ils ont tort. Et pour ça, on va commencer par un petit point historique. Replongeons-nous en 1853 au Japon durant l'époque d'Edo. Ce dernier mène une politique isolationniste, mais plusieurs événements vont venir chambouler ça. Alors, c'est toujours pas le sujet de la vidéo, donc pour vous résumer ça grossièrement, les Américains souhaitant affirmer leur position commerciale en Chine cherchent depuis longtemps à avoir des bases au Japon. Suite à une démonstration navale, ces derniers obtiennent sous l'accord du shogun l'ouverture de 2 ports. On assiste alors au premier contact entre le pays du soleil levant et à la culture occidentale. Cependant, tout va s'accélérer lors de la guerre civile qui amènera à la destitution du shogun et à l'instauration du gouvernement et de l'ère Meiji s'affirmant comme l'ère des réformes. Le Japon s'étant ouvert au monde et faisant face aux menaces que représentent les avancées technologiques de l'Europe, ils vont en quelques années assimiler l'art occidental. Mais ce processus est réciproque, puisque l'on assiste à une importation majeure d'œuvres japonaises au sein de l'Europe. En effet, l'art japonais propose des points de vue novateurs et des compositions audacieuses, naît alors le courant du japonisme. Toujours en Europe apparaît le mouvement de l'art nouveau qui se veut égalitaire entre les arts majeurs et les arts appliqués. Bon, c'est pas un truc super intéressant, mais pour résumer tout ça, se déroule à cette époque un mélange de culture artistique puissant qui fera naître de nouveaux courants. Pour revenir sur l'art nouveau, tout nouveau mouvement artistique naissant voit émerger ses artistes. Dites bonjour à Alphonse Mucha. Considéré comme le fer de lance de ce courant, ce dernier est un artiste tchèque né en 1860 dont les œuvres avaient pour vocation de cerner la figure féminine. Bref, c'est tout simplement magnifique, mais n'étant pas un amateur d'art, je vais vous épargner mon analyse de son travail pour vous parler de Sailor Moon. Le 25 mars 1964 sort aux États-Unis le premier épisode de la série Ma sorcière bien-aimée qui va très rapidement obtenir un succès fulgurant et s'exporter dans le monde entier. Il n'en faudra pas plus pour qu'elle conquiert le cœur des japonais sous le nom de Okuzama Wamajo. Très vite, les studios japonais vont flairer le filon et produire une série animée largement inspirée de cette dernière, j'ai nommé Sailly la petite sorcière. Le genre Magical Girl était né. Cependant, malgré un succès là encore fulgurant, le style va très rapidement s'essouffler jusqu'en 1990 où Naoko Takeuchi va révolutionner le genre en créant la franchise mythique des Sailor Moon. Bon, on pourrait parler des inspirations au genre du Sentai, mais on va se concentrer sur le style graphique de Sailor Moon qui tire ses traits dans le travail de Mucha. Alors on a quelques exemples sympas, comme cette illustration du tome 15 ou encore l'utilisation de bijoux semblables à ceux qu'on retrouve dans les œuvres de Mucha, et tout ça c'est pas étonnant puisque même l'auteur a reconnu son attrait pour l'art nouveau. On peut aussi parler des cadres typiques de ce mouvement artistique qu'elle utilise pour mettre en valeur certaines scènes. Et tant qu'on en est à parler de femmes mangaka qui puisent leur inspiration dans l'art nouveau, on peut parler de Clamp.
Alors, c'est un cas un peu spécial puisqu'il s'agit d'un groupe de 4 femmes mangaka qui ont créé pas mal d'œuvres, notamment Card Captor Sakura, sorti au début des années 2000 et qui a lui aussi engrangé un changement du genre du Magical Girl. Mais leur œuvre qui nous intéresse ici, c'est RJ Vida, alors j'ai aucune idée de si je le prononce bien ou non, mais là encore on peut retrouver les traits de l'art nouveau, notamment à travers les différents éléments mythologiques. On pourrait parler encore longtemps de différents mouvements artistiques qui ont inspiré les mangas, mais je vous connais, je sais que vous voulez des exemples précis et venant d'œuvres connues, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors des scènes de manga inspirées de peinture, il y en a des masses, donc on va pas s'amuser à tout montrer en détail, on en verra quelques-unes juste après. Mais avant, on va parler d'un manga qui déborde de références à l'histoire et au mouvement artistique européen, j'ai nommé La Rose de Versailles. Alors, si ça vous dit rien, peut-être que le nom de l'adaptation en animé vous parlera. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Du très très lourd. Bon, au nom vous l'avez compris, mais le manga baigne dans la culture européenne, d'autant plus que l'histoire se déroule en France avant et pendant la Révolution. Une époque qui a inspiré une multitude de peintres qui ont fait leur nom grâce à leurs œuvres qui ont rayonné dans le monde entier. On peut ainsi citer un bon nombre de peintures dont on retrouve les représentations dans le manga. Que ce soit le serment du jeu de paume que l'on voit sur cette double page, Louis XVI en habit de sacre, Napoléon Ier empereur des Français, ou même la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais au final, le cas de la Rose de Versailles est assez différent puisque le manga, comme je l'ai expliqué, se déroule en France et baigne donc dans la culture française. Néanmoins, on peut s'amuser à chercher dans différents mangas des inspirations à la peinture. Alors je parlais plutôt de Shingeki no Kyojin aka l'attaque des titans, et bien sachez que l'on retrouve des traits communs avec le colosse qui fut attribué durant des siècles à Goya, où l'on voit la représentation d'un titan qui n'est pas sans rappeler Eren. On peut aussi parler de Saturne dévorant un de ses fils, qui cette fois-ci est bel et bien de Goya, où l'on voit Chronos, le roi des titans. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit pas le seul manga qui s'inspire de cette peinture, on peut penser à la scène de Makaku dans Gun, ou à la première rencontre entre Ichigo et un holo dans Bleach, voire même en extrapolant avec une des premières scènes de Kenshin. D'ailleurs c'est une bonne occasion pour moi de vous inviter à lire Kenshin, parce que c'est le feu. Et ce petit jeu de trouver des références, ça peut durer longtemps, alors parfois c'est des clins d'œil évidents, comme avec Misty dans Les Chevaliers du Zodiaque qui reprend la pose de la sculpture de David, ou encore dans Claymore quand une femme serpent meurt dans une scène semblable à la peinture d'Ophélie, la jeune femme qui flotte entre deux eaux, mais aussi dans le one-shot Le Chant d'Apollon d'Osamu Tezuka, où Hiromi, en se déshabillant, reprend la pose de la Vénus de Botticelli. Bon, il y a encore plein de cas du même genre, on pourrait également parler des symboles chrétiens présents par exemple dans Death Note, mais d'autres fois ces références tiennent de l'inconscient, comme avec la Pietà, une statue mythique de Michel-Ange qu'on peut retrouver au sein de la basilique Saint-Pierre. Cette dernière représente la Vierge Marie tenant dans ses bras le corps de son fils, Jésus. Bref, c'est une des œuvres les plus célèbres qui soit, et forcément on en retrouve des traces dans de nombreux mangas, Claymore, Sailor Moon, Gun, et j'en passe. Tout ça pour dire qu'un art quel qu'il soit est souvent un mélange de cultures qui le rend d'autant plus atypique. Et le genre du manga n'y échappe pas. Alors certes dans cette vidéo on a fait qu'effleurer le sujet, puisqu'on aurait pu parler plus en détail de peinture, mais aussi parler des inspirations tirées de la littérature, de l'histoire du cinéma, ou même encore de la mode. Et dans ce dernier cas, il est clair et net que JoJo's Bizarre Adventure en est l'exemple parfait. D'ailleurs en parlant de ce dernier, on peut remarquer que les fameuses JoJo poses sembleraient être inspirées des statues de l'époque de la Grèce antique. Bref, c'est un sujet que je trouve extrêmement passionnant, d'autant plus qu'on pourrait parler aussi du fait que les mangas influencent notre propre culture, c'est le cas par exemple avec le rap. Mais ça ferait énormément de sujets à traiter, et je pense que cette vidéo fait déjà une bonne entrée en matière, donc si vous voulez qu'on approfondisse ça dans de futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également lâcher un pouce bleu et vous abonner, et si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, ce qui est super important pour améliorer la qualité des vidéos, n'hésitez pas à faire des dons sur mon Utip ou à regarder des pubs qui me rapporteront quelques centimes. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, tout sera dans la description. En tout cas, je suis bel et bien de retour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Alinki, ciao.